3.9, nous émettons de l'avenue Bourguiba, immeuble Lambert, Dakar. Mais bienvenue les amis africains, vous êtes bien sûr sur la bonne fréquence de référence au Sénégal. Votre émission Art Expression reçoit ce soir Monsieur Léopold Ndiaye, auteur de l'ouvrage Mon peuple acquise, un ouvrage publié à la maison d'édition Diaspora Noire. Monsieur Léopold Ndiaye, bonsoir et ravi de vous avoir comme invité ce soir. Bonsoir Monsieur Mendy, tout le plaisir est pour moi et j'en profite pour saluer tous les auteurs de Convergence FM. Merci Monsieur Léopold Ndiaye. Monsieur Léopold Ndiaye, vous êtes juriste de formation. Après un passage à la faculté des sciences juridiques et économiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, vous vous êtes spécialisé en sciences criminelles, options sécurité et sécurité aéroportière à l'Académie internationale de haute étude de la sécurité. Vous êtes un acteur de développement très connu. Vous avez conçu à plusieurs reprises des plans de développement et sur ce, vous avez travaillé pendant 15 ans dans une organisation non gouvernementale qui s'occupe des enfants déshérités, le Child Fund, c'est en anglais, en qualité de directeur adjoint d'un programme de développement communautaire à Tchadjaï, votre royaume d'enfance. Vous avez été par ailleurs conseiller municipal dans la commune de Tchadjaï pendant 12 ans, dont 5 ans comme adjoint au maire. Actuellement, vous êtes le responsable des ressources humaines et de la formation à l'Union des institutions mutualistes communautaires d'épargne et de crédit, qui est un grand réseau de microfinance au Sénégal, institution que vous avez auparavant dirigée comme président du conseil d'administration et membre du comité de crédit. Vous êtes économiste financier en quelque sorte, vous avez traversé une trajectoire extraordinaire. Je rappelle à nos fidèles auditeurs, l'invité de cette émission est aussi l'auteur de l'ouvrage De l'ombre de la lumière. Votre dernière production vient d'être publiée tout récemment à la maison d'édition Diaspora Noire, Une nouvelle conscience positive. Monsieur Léopold Ndiaye, à vous-t-on bien présenté? Merci Monsieur Mendy. Oui, j'avoue que la présentation est un peu plus fidèle. Je voudrais tout simplement ajouter que effectivement je suis de Tchadjaï, dans le département d'Ombour, la région de Thiès, donc à 29 km d'Ombour. Comme vous l'avez si bien dit, c'est véritablement mon royaume d'enfance. Et comme je le dis souvent dans mes ouvrages, c'est la terre qui t'a accueilli pour la première fois. La terre sur laquelle tu as poussé ton premier cri, on ne peut pas vraiment ne pas l'aduler. Donc je peux dire que j'adule vraiment ma ville natale. C'est vrai, je voudrais faire un petit rectificatif, je ne suis pas économiste, je suis juriste de formation, même si je suis dans une institution de microfinance, mais je suis juriste de formation. Et pendant 15 ans, comme vous l'avez dit, c'est vrai, j'étais au Child Fund Sénégal. Auparavant, c'était le Christian Children's Fund, une ONG américaine qui s'occupait d'enfants déshérités du point de vue de l'éducation, de la santé. Et après cela, j'ai été à l'Union des institutions mutualistes communautaires d'épargne et de crédit, qui est la 4e institution de microfinance au Sénégal. Institution que j'ai dirigée d'abord comme président du conseil d'administration au niveau national et président du comité de crédit, avant de devenir le responsable des ressources humaines et de la formation. Politiquement parlant, c'est vrai que j'étais très actif parce que depuis l'âge de 14 ans, j'ai été dans la politique alors que j'étais en 4e. Et c'est ce qui m'a amené ensuite après à intégrer le Parti démocratique sénégalais, que j'ai quitté en 2000 lors de l'accession au pouvoir. Et ainsi, j'ai été 12 ans conseiller municipal dans ma ville natale, Tchadjaï, dont 5 ans comme adjoint au maire, comme vous l'avez si bien dit. Donc d'une manière très ramassée, c'est ça ma présentation, en occultant bien entendu le côté littéraire. Peut-être qu'on y reviendra dans l'émission. Merci, Monsieur Léopold Ndiaye. Monsieur Léopold Ndiaye, vous avez écrit un ouvrage très pertinent, très intéressant. Vous avez soulevé de véritables questions de développement dans nos localités qui interpellent les citoyens. Malgré que vous mettez l'accent sur votre royaume d'enfance Tchadjaï, beaucoup de personnes ont lu et qui auront à lire cet ouvrage s'y retrouveront en commençant par moi-même, parce que je suis de Goudomp dans le sud du Sénégal, précisément vers la Guinée-Bissau. Donc je me retrouve dans votre ouvrage, je me vois dans votre ouvrage. Mais Monsieur Léopold Ndiaye, pourquoi avez-vous choisi le titre Mon peuple acquise? Bien, pour une raison... Et pourquoi pas Mon peuple condamne de n'avoir pas pu te rendre la monnaie? Voilà, pour une raison très simple. En fait, la personne qui avait corrigé le livre pour la première fois m'avait même fait le reproche en me disant, c'est le peuple qui accuse ou bien c'est vous qui accusez? Et ma réponse a été très simple. Si le peuple accuse, moi-même j'accuse parce que je ne suis pas en dehors du peuple. Je suis dans le peuple. Et étant dans le peuple, je suis sensible aux problèmes que rencontre ce peuple à double titre.
étant moi-même citoyen, ayant été un acteur politique. Je précise qu'à présent, j'ai quitté véritablement la scène politique. Je me consacre principalement à l'écriture et à la conscientisation des masses. Alors pourquoi mon peuple accuse? Parce que tout simplement, j'ai soulevé dans cet ouvrage des questions brûlantes, des questions d'engagement, des questions de conscientisation des masses et éventuellement des questions de conscientisation des leaders politiques qui sont sur la scène politique nationale et même internationale. Aujourd'hui, on se rend compte que dans l'échiquier politique, il y a plein de comportements qui n'honorent pas la politique elle-même et qui n'honorent pas les acteurs politiques. Et le peuple dans tout cela, où est-il? Que fait-on du peuple? Que fait le peuple? Donc, étant une partie intégrante du peuple, donc je me suis dit, il faut mettre le doigt sur certaines questions et les mettre à nu pour que quand même les intellectuels de ce pays puissent réfléchir sur ces questions brûlantes et régler et avoir une autre vision de la politique. C'est pourquoi j'ai mis donc Mon peuple accuse. Préciser peut-être que le titre véritable c'est Mon peuple accuse, les princes sont-ils machiavéliques? Ouais. Donc il y a un sous-titre. Machiavel qui a théorisé, puis un grand théoricien de la politique, qui disait qu'un bon politique doit être un loup et un renard. Donc, utiliser des fois la carotte. Et pourquoi un homme politique doit être un loup et un renard? Ça c'est Machiavel qui l'avait théorisé. C'est vrai, ce n'est pas vrai, je ne juge pas. Mais c'est une théorie philosophique qu'il a mise en avant, parce que tout simplement, si on prend la quintessence de la philosophie de Machiavel, ce qu'il voulait dire, c'est juste que dans chaque situation, le prince donc, doit pouvoir s'en sortir. Le prince, on comprend par ici le prince, l'homme politique. Il doit pouvoir s'en sortir. Donc, en quelque sorte, la compréhension maintenant que les gens ont de cette assertion de Machiavel, c'est que le politicien doit prendre toute situation qui vienne à lui, il doit le prendre et le faire à son profit. Donc, utiliser, si on peut le dire ainsi, la carotte et le bâton. Merci. Léopold Ndiaye, vous êtes un homme politique, n'est-ce pas? Vous avez dirigé Tchadjaï pendant plus de 12 ans. Vous avez une vision politique. Quelle est votre vision politique? Ma vision politique, je la tire surtout de la définition primaire de la politique, qui est tout simplement la science de la gestion de la cité. Donc si la politique est l'art de gérer la cité, j'ai dit dans l'ouvrage que donc tout homme politique doit être un artiste de la cité. Mais être un artiste de la cité, c'est quoi? C'est d'abord se lever, être à l'avant-garde de tous les combats de notre communauté, de sa communauté de base, de la communauté nationale, mais également de la communauté internationale. Être à l'avant-garde, ça veut dire prendre son intérêt personnel, le mettre derrière et mettre l'intérêt de la communauté en avant. Malheureusement, c'est ce qu'on ne voit plus maintenant chez les hommes politiques. Donc ma vision de la politique, c'est celle où, dans le cadre de la gestion de cette cité, tout le monde est écouté. On écoute le peuple, on écoute le plus petit du citoyen. Qu'est-ce qu'on voit maintenant? Je l'ai théorisé dans l'ouvrage. C'est qu'aujourd'hui, ceux qui sont écoutés, ce sont les courtisans malfamés qui sont autour des dirigeants politiques, qui ne lui disent pas la vérité, qui ne sont là que pour se remplir les poches. Est-ce réellement cela la politique? Si tel est le cas, je ne pense pas que notre pays puisse avancer un jour. Ma vision de la politique, donc, c'est en quelque sorte un homme qui a une vision prospective dans l'avenir et qui tire les citoyens qui sont dans l'ombre vers une admirable lumière. Cette lumière, c'est quoi? C'est le développement endogène des populations à la base. C'est le développement intrinsèque et personnel de chaque citoyen qui se voit dans le programme qui est fait. Un programme futuriste, mais un programme qui est réaliste. Donc, un homme politique aujourd'hui devra avoir de grands idéaux, voire larges. Parce que comme disait Aldous Huxley, si tu veux atteindre la lune, il faut viser les étoiles. Parce qu'à défaut d'atteindre la lune, tu tombes dans les étoiles. Et aujourd'hui, je pense que les hommes politiques devront véritablement faire une prise de conscience, mais également se mettre, ce que j'appelle, se mettre face au tribunal de sa conscience. Se mettre face au tribunal de la conscience, c'est se dire, est-ce que réellement tous les actes que j'ai posés dans l'échiquier politique, dans l'arène politique, est-ce véritablement des actes
qui relève le citoyen ou bien qui abaisse le citoyen. Donc c'est d'une manière ramassée la vision que j'ai de la politique. Vous avez également parlé dans votre ouvrage « Mon peuple accuse » ce que doit être un conseil municipal avant d'arriver aux députés. Réellement, vous avez été 12 ans conseiller municipal, c'est cela qui vous a motivé à écrire cet ouvrage? Ou bien vous avez été quelquefois déçu de ce qui se passe? Oui, en quelque sorte. Je me suis dit, il y a deux choses. Ayant été acteur politique pendant 30 ans, parce que j'ai dit tout à l'heure que je l'ai commencé alors que j'avais 14 ans. Pendant 30 ans, j'ai été sur l'échiquier national, homme politique, peut-être connu de certains, et méconnu peut-être d'autres, ce qui est normal. La deuxième chose, c'est que dans ma localité, la commune de Tchadjaï, j'ai été conseiller municipal pendant 12 ans et adjoint au maire pendant 5 ans. Toute cette expérience que j'ai engrangée, je me suis dit il était temps de l'écrire et de le laisser à la postérité. Quelque part, vous avez raison, j'ai été quand même déçu par plusieurs choses. Ma première déception est venue du Parti démocratique sénégalais. Je vous rappelle qu'en 93-94, j'étais encore étudiant à l'université de Dakar avec les Modou Diagne Fada et consorts. À l'époque, c'est Modou Diagne Fada qui était le président de la coordination des étudiants de Dakar, la CED. Et nous avons été les premiers à faire la grève de la faim au Sénégal pendant 6 jours. Parce qu'à l'époque, c'était avec les événements de Maître Babacar Seye, où on avait emprisonné Maître Abdoulaye Wade, donc Landing Savané et les autres. Nous, étudiants libéraux, nous avons fait une grève de la faim pendant 6 jours pour leur libération. Donc pour vous dire que j'ai été véritablement engagé politiquement. Mais ce qui m'a déçu le plus, c'est qu'à partir de 2000, lorsque le PDS est venu au pouvoir, je me suis rendu compte que c'était une lutte de tendance. C'était un partage de gâteau. Or, moi, ma vision de la politique, ce n'était pas cela. C'est ce qui a fait que j'ai claqué la porte pour partir. Et en claquant la porte, je me suis organisé avec un groupe d'amis à Tchadjaï. J'ai intégré l'URD. Ce n'était pas uniquement par conviction que j'avais intégré l'URD de Djiboka, mais c'était juste pour montrer aux autres que je pouvais faire quelque chose dans ma localité, même en n'étant pas dans un grand parti, parce qu'à l'époque, l'URD n'était pas un grand parti. Et j'étais conseiller déjà, mais c'est avec l'URD que je suis devenu adjoint au maire. Mais ce qui m'a le plus déçu, ce sont les comportements que les conseillers ont au niveau du conseil municipal. La plupart du temps, c'est des gens qui ne comprennent que dalle. Et qui sont là, qui viennent parce que tout simplement le leader politique est là, qui sont derrière le leader politique. Qui ne défendent pas l'intérêt des populations, qui ne mettent pas des programmes pour la commune, pour les populations, mais qui la plupart du temps sont là pour des luttes politiques internes et crypto-personnelles. Alors, je vais vous raconter une anecdote que j'ai racontée d'ailleurs dans l'ouvrage. À un conseil municipal, les conseillers de Tchadjaï ont déclaré qu'il fallait qu'on fasse une délibération pour donner à chaque conseiller municipal 2 parcelles à usage d'habitation. À l'époque, on était 30 conseillers. Vous imaginez 30 fois 2, ça fait 60 parcelles. Les frais de borne à l'époque s'élevaient à 25 000, ce n'est plus là maintenant, aujourd'hui. Mais 60 parcelles pour une petite commune, pour moi, c'était déjà beaucoup. Alors je me suis levé pour dire au maire, de toute façon, moi, je ne suis pas preneur. Pour une raison très simple. Il y a des gens qui sont là à Tchadjaï, d'honnêtes citoyens, qui ne veulent avoir qu'un tout petit lopin de terre pour y mettre leur case et habiter. Ils ne peuvent pas l'avoir. Et nous, conseillers, on se permet de faire des délibérations pour donner gratuitement des parcelles à des conseillers municipaux. Au nom de quoi? Alors que, lorsqu'on était en campagne pour être élu, nous tous nous savions que les conseils municipaux n'étaient pas payés. Donc on le faisait par engagement. Et bien entendu, il y a certains vieux qui m'ont taxé de tous les noms d'oiseaux. J'ai encaissé, mais j'ai exigé à ce qu'on mette dans le procès verbal que je ne peux. J'étais le seul à ne pas prendre ces parcelles. Ça également, c'est une partie. Est-ce que l'histoire vous a donné raison en n'acceptant pas de voter ce procès? De toute façon, j'ai été minorisé. J'ai été minorisé, la délibération a été votée, les gens ont pris leurs parcelles. Mais aujourd'hui encore, je me rends compte que dans la commune, il y a des gens qui sont là, qui veulent avoir des parcelles et qui ne peuvent pas en avoir. C'est une injustice.
Or, en politique, je pense que la première des choses à faire, c'est de combattre l'injustice. L'injustice ne devrait pas démarrer par les dirigeants politiques. Et c'est ce que nous sentons actuellement. J'ai l'habitude de dire aux gens, lorsqu'on franchit le portail d'une mairie, d'un conseil départemental ou de l'Assemblée nationale, on n'est plus militant d'un parti politique. On est un simple citoyen sénégalais. On doit enlever sa robe partisane et enfiler la robe de Sénégalais et défendre les intérêts des Sénégalais. C'est ça que le bon politicien doit faire. Malheureusement, ce n'est plus le cas. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que nous sommes dans ce studio avec Léopold Ndiaye. Léopold Ndiaye est auteur de l'ouvrage « Mon peuple accuse », un ouvrage publié dans la maison d'édition Les Diaspora Noires. Léopold, vous, en vous entendant parler, en lisant, parcourant votre ouvrage, vous avez une vision politique tout à fait différente de beaucoup d'hommes politiques aujourd'hui qui considèrent que la politique est un raccourci en moins facile pour se faire de l'argent. Bien sûr. Moi, je n'ai jamais considéré la politique comme un raccourci, mais comme un sacerdoce. Or, si la politique est un sacerdoce, qui dit sacerdoce, dit sacrifice. Qui dit sacerdoce, dit engagement. Et un engagement qui n'est pas partisan, un engagement qui n'est pas crypto-personnel. J'ai une vision très différente de ce que je vois aujourd'hui. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de mes amis qui me disaient toujours, ils ont eu raison sur moi, que tu ne réussiras jamais en politique parce que ta vision est erronée. Elle n'est pas erronée, c'est vrai. C'est vrai que selon eux, je n'ai pas réussi en politique. Mais selon moi, j'ai réussi parce que j'ai pu, durant tout le temps que j'ai exercé la politique, à être fidèle à mes convictions et à ne pas tomber dans le larbinisme que je vois actuellement au niveau du Sénégal. Donc, cette vision, elle peut être considérée comme nouvelle, c'est vrai. Mais je pense que c'est la voie royale pour que le Sénégal puisse se développer. Si nous ne cessons pas de mettre en avant nos intérêts personnels, nos intérêts de partis politiques, jamais au plus grand jamais, le pays ne va se développer et c'est l'honnête citoyen qui va en pâtir malheureusement. Donc vous partagez la vision, cette assertion de Machiavel qui dit tout n'est pas politique, mais la politique s'intéresse à tout. Bien sûr, tout n'est pas politique, mais rien ne peut se faire sans la politique. Parce qu'aujourd'hui, même les gens qui disent je ne fais pas de la politique, ils la font. Et je dis souvent, si tu ne fais pas de la politique te fera. Parce qu'aujourd'hui, la politique, ce n'est rien d'autre que rentrer dans le tissu social, en extirper véritablement le vitellus pour pouvoir gérer les choses de la cité. Or, personne ne peut être indifférent du moins à la gestion de cette cité. Donc, tout ne peut pas se concentrer autour de la politique. Mais il serait quand même très difficile aujourd'hui de faire quoi que ce soit sans la politique. Mais il faut savoir quand même trouver l'équilibre. Faire la différence entre la politique politicienne et la politique de développement. Justement, la politique politicienne, c'est la politique où le mensonge est érigé en règle. Et c'est là où vous dénoncez. Oui, c'est ça que je dénonce. Aujourd'hui, pour être un bon politicien, il faut savoir, excusez-moi le terme, mentir. Il faut savoir faire de la duplicité. Il faut savoir être une hyène enveloppée d'une peau de chèvre. Malheureusement, c'est ce qui se passe. Mais je dis aussi que le peuple a sa part de responsabilité dans cela. Comment? Parce qu'aujourd'hui, chaque peuple a le peuple a toujours été berné, trompé par des discours habillés. Au finish, hein, c'est le peuple paye les pots qu'il n'a pas cachés. Oui, mais si on accepte de se laisser berner, je pense qu'on va être berné. Le peuple, à un certain moment, le peuple est capable de se réveiller, de se rebiffer. Les événements du 23 juin nous l'ont prouvé. Et j'ai dit dans l'ouvrage qu'un peuple n'est jamais assassin ni criminel. Mais il est capable quand même de reprendre le pouvoir qu'il a confié à un groupe de personnes. Mais chaque fois que le peuple rend justice, il se retire. C'est ce que nous avons trouvé, ce que nous avons eu le 23 juin. Mais je dis que le peuple a sa part de responsabilité parce que depuis des années, la preuve, quand tu fais de la politique aujourd'hui, la première chose qu'on te dit, c'est qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu vas me donner. C'est le peuple qui pousse des fois même les politiciens à avoir leur comportement. Parce qu'il faut avoir de l'argent, beaucoup de sous pour pouvoir faire de la politique, pour réussir dans la politique.
Vous avez à faire ça parce que n'oubliez pas que vous étiez 12 ans conseiller municipal. Hein? Je ne l'ai jamais fait. Je n'ai jamais donné de sous à un militant pour avoir sa carte. Et ça, je le dis haut et fort. Et ceux qui me connaissent, m'entendent, ils savent que c'est la vérité. Je ne l'ai jamais fait et je ne le ferai jamais. Et c'est d'ailleurs pourquoi on me disait que tu ne réussiras pas dans la politique. D'accord. Mais même si je ne réussis pas comme ils le pensent, je suis quitte avec ma conscience. Et ça, c'est le plus important. Pourquoi je dis que le peuple est quelque part fautif? Il y a une fable qui est très intéressante et qui reflète bien cette idée. C'est la fable du maître singe. Donc, qui a été une fable chinoise, où il y avait un vieux qui avait beaucoup de singes et qui chaque matin disait à l'aîné des singes, allez dans la forêt pour faire la cueillette et chaque fois que vous allez revenir, chaque singe va me donner le 10e des fruits qu'il va cueillir. Et les singes qui ne le faisaient pas étaient fouettés à mort. Alors un beau jour, un petit singe dit au groupe de singes, mais est-ce que les arbres qui sont dans la forêt, c'est le vieux qui les a fait pousser? Les singes lui disent non. Est-ce que c'est le vieux qui les a fait tomber? Les singes disent non. Et il dit aux singes, est-ce que nous sommes vraiment obligés de donner une part au vieux qui ne fait rien du tout? Automatiquement, les gens étaient éveillés, les singes étaient éveillés. Ils ont compris, ils ont tout pris ce qu'ils avaient et le vieux est mort de faim. C'est la même chose qu'avec le peuple. Aujourd'hui, les hommes politiques nous prennent pour des guignols, pour des gens qui ne comprennent que dalle. Ils se querellent le jour, se retrouvent la nuit, font ce qu'ils font. Et c'est ça la vérité. Et en attendant, c'est le peuple qui est en pâtit, qui meurt, qui lutte entre eux, alors que ces derniers ne luttent pas à leur sein. Je pense qu'il est temps que le peuple se réveille. Il est temps que nous prenions notre destin à main. Est-ce que ce peuple n'est pas pris en otage? Parce que je n'ai pas vu que vous avez souligné ça dans votre ouvrage. Est-ce que ce n'est pas trop tard, je veux dire? Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Je pense que la première chose que peut faire une personne pour changer de cap et pour changer de vie, c'est de changer ses idées, de changer sa mentalité. Dans la vie, chaque homme peut se sortir de la situation qu'il est. Et par digression, je dis que c'est ce que j'ai théorisé dans mon dernier ouvrage qui est sorti le samedi passé, pour une nouvelle conscience positive. Pour justement dire que ce qui est valable pour l'homme individuellement pris est également valable pour la communauté. Aujourd'hui, le peuple peut bien se libérer du joug de ces hommes politiques. Mais pour le faire, il faudra que ce peuple change de mentalité, que ce peuple change ses convictions, change ses repères. Parce que les repères que nous avons aujourd'hui, politiquement parlant, ne sont pas véritablement les bons. Et je n'ai vraiment pas confiance aux hommes politiques que je vois maintenant. Ce ne sont pas les hommes politiques qui vont nous amener vers le développement. Honnêtement, je ne le pense pas. Alors, monsieur, je rappelle aux auditeurs de la première radio panafricaine du Sénégal, votre émission Art et Expression reçoit aujourd'hui monsieur Léopold Ndiaye. Je vous rappelle que Léopold Ndiaye fut conseiller municipal pendant 12 ans à la commune de Tchadjaï. Il est également écrivain et il a publié plusieurs ouvrages. Aujourd'hui, nous l'invitons pour parler de l'ouvrage intitulé « Mon peuple accuse ». Monsieur Léopold Ndiaye, la politique qui se fait au Sénégal aujourd'hui, comment vous la voyez? Je la vois comme je l'ai dit tout à l'heure. Et au début, nous sommes avec un seul parti politique, le PS. À un moment donné, il y a le Parti démocratique qui est là avec beaucoup de partis IP et tout ça. Aujourd'hui, on se retrouve avec 267 partis politiques. Oui, moi je pense que... Est-ce que tous ces gens-là œuvrent pour vraiment un Sénégal émergent? Je ne le pense pas. C'est le Sénégal émergent, comme j'ai l'habitude de dire aux gens. Au lieu d'émerger, on immerge. Parce que tout simplement, 260 et quelques partis ne peuvent pas véritablement travailler pour le développement du Sénégal. Mais au Sénégal, pour la plupart du temps, on n'a que des partis cabines téléphoniques. Le leader du parti, son épouse et ses enfants, c'est terminé. Il n'a même pas un militant. Et aujourd'hui, le bon homme politique au Sénégal, c'est celui qui crie le plus fort sur les plateaux de radio, sur les plateaux de télévision. Donc, qui crie, qui est contre le pouvoir, pour tout simplement avoir sa part du gâteau. Donc je pense qu'il est quand même temps que l'on fasse une réforme des partis politiques. C'est vrai que la dernière révision constitutionnelle a fait une ébauche là-dessus. Je ne sais pas si elle sera appliquée oui ou non, je n'en sais absolument rien du tout. Mais moi, ma conviction est que pour que le Sénégal puisse se développer, pour que le Sénégal puisse avancer,
il faut de grands partis politiques forts, pas seulement du point de vue de la masse et des militants qu'ils ont, mais également du point de vue des convictions et des idéologies qu'ils ont. Et aujourd'hui, les Sénégalais, pour véritablement se retrouver dans l'échiquier politique, ont besoin de retrouver de nouveaux repères. Et ces nouveaux repères, je ne pense pas que ce sont ces partis politiques qui vont nous l'amener. Ce sont juste des partis qui se querellent tout simplement pour se retrouver après et que chacun prenne sa part du gâteau. Je ne pense pas que ce soit ce dont le Sénégal a besoin. Monsieur Léopold Ndiaye, vous avez cité à plusieurs reprises Monsieur Nelson Mandela. Qu'est-ce qu'il représente pour vous dans votre ouvrage? Nelson Mandela, c'est véritablement mon idole. C'est un grand leader pour moi. Et je l'ai cité beaucoup plus dans un ouvrage qui va bientôt sortir et qui est intitulé La voie de la réussite. Et Nelson Mandela, c'est quelqu'un qui a une vision, qui avait une vision prospective. Mais le plus important chez Nelson Mandela, c'est quelqu'un qui sait pardonner. Et vous l'avez même dit, dirigez depuis le front, mais ne laissez jamais votre base à l'arrière. Dirigez depuis l'arrière et laissez croire aux autres qu'ils sont à l'avant. Le politicien devra être un grand de cœur, toujours prêt à rendre service. Au lieu de penser à se servir, il va plutôt penser à servir. Bien sûr. J'ai vraiment aimé cette partie de votre ouvrage. Oui, effectivement, le politicien devra penser d'abord à servir. Qu'est-ce que je peux faire pour mon peuple? Qu'est-ce que je peux faire pour ma nation? Malheureusement, aujourd'hui, c'est la politique non du service, mais de se servir. Et Nelson Mandela, c'était vraiment tout le contraire. Et la preuve, quand il est sorti de prison, il a dit aux gens, si l'homme est capable d'amour, c'est parce qu'on lui a appris l'amour. Et donc, si on lui a appris l'amour, on peut lui apprendre à pardonner. Parce que la haine ne règle rien. C'est pourquoi il a dit, durant toute ma vie, j'ai combattu la domination blanche, mais également j'ai combattu la domination noire. Parce que pour lui, tout simplement, le problème n'est pas de dominer, mais le problème c'est de travailler la main dans la main. Noirs comme blancs, ils sont tous issus d'une même nation. Et à ce titre, ils sont obligés de travailler ensemble. C'est pourquoi véritablement, Nelson Mandela est quelqu'un qui m'inspire beaucoup dans mes ouvrages, qui m'inspire beaucoup également dans ce que je fais, parce que c'est un grand homme qui était vraiment un idéaliste et qui est mort pour son idéal, qui jusqu'à la fin a lutté pour que la justice puisse exister, non seulement en Afrique du Sud, mais partout dans le monde. Merci, mesdames, messieurs. Je vous rappelle que nous sommes dans ce studio de la première radio panafricaine du Sénégal avec monsieur Léopold Ndiaye, écrivain et auteur de l'ouvrage Mon peuple accuse, publié dans la maison d'édition Diaspora Noire. Monsieur Léopold, vous avez consacré vraiment la deuxième partie de votre ouvrage à ce que doit être un conseil municipal. C'est quoi un conseil municipal en fait? Un conseil municipal, c'est d'abord quelqu'un qui habite une localité donnée, une commune, et qui concourt à l'exercice du pouvoir en passant par un parti politique ou une coalition de partis politiques et qui bénéficie de la confiance de la population de sa localité et donc qui est élu pour faire partie des gens qui doivent diriger cette localité. Et je dis souvent aux gens, être élu conseiller municipal, c'est un sacerdoce et c'est une lourde charge. Ce n'est pas parce que nous sommes le plus intelligents. Ce n'est pas parce que nous avons le plus d'argent. Ce n'est pas parce que nous avons le plus de culture que nous avons été élus. Mais c'est Dieu qui a voulu que nous soyons élus en ce moment précis. Et c'est sur la base de la confiance de la population que nous avons été élus. Donc un conseil municipal, c'est véritablement un serviteur de sa localité qui travaille pour amener sa population du point A au point B. Donc, en tant que conseiller municipal, je dis souvent qu'il y a un comportement que nous devons avoir. Je l'ai rappelé tantôt, c'est surtout le fait que dès lors que nous sommes élus comme conseiller municipal, nous devons véritablement enlever l'habit partisan pour revêtir l'habit de la commune, l'habit du simple citoyen sénégalais qui doit travailler pour que cette localité que nous sommes en train de diriger... Vous dites dans votre deuxième partie, comme le premier critère d'un conseil municipal, il doit être un acteur de développement. En quoi?
Oui, parce que moi je vois mal un conseil municipal qui ne soit pas un acteur. Être un acteur de développement, c'est quoi? Être un acteur de développement, c'est d'abord être au parfum de ce qui se passe dans ta ville, dans ta localité. Être un acteur de développement, c'est comprendre du point de vue sociologique, du point de vue culturel, sa communauté et sa localité. Et également, savoir ce dont cette localité a besoin pour aller de l'avant. Et l'acteur de développement, c'est quelqu'un qui est à la base de tout, qui est au début et à la fin de tout, qui se bat avec les populations pour pouvoir amener le développement dans sa localité. Donc le premier critère véritablement d'un conseil municipal, ce n'est pas l'aspect politique, mais c'est l'aspect vraiment d'acteur de développement. Et ça, c'est extrêmement important. Que vous vous êtes rendu compte que durant vos 12 ans de mandature, vous ont permis vraiment de comprendre que beaucoup de conseils municipaux n'ont aucune utilité pour leur localité. Ça, je le confirme et je le maintiens parce que tout simplement, tu peux venir à un conseil municipal où 90% des conseillers ne savent ni lire ni écrire. Et encore moins, ça, ce n'est même pas grave. Parce qu'il y a des conseillers municipaux qui ne savent ni lire, ni écrire, et qui sont beaucoup plus compétents et beaucoup plus utiles que des conseillers qui ont le doctorat ou la maîtrise. Donc là, le problème ne se situe pas là. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de conseillers qui viennent avec des mots d'ordre au niveau du conseil municipal, et ça c'est la vérité, qui ne défendent que l'idée du leader politique, qui sont là uniquement pour leur chapelle politique, qui ne comprennent pas du tout ce qui se passe, qui ne comprennent... Je vous donne un exemple. Le dernier conseil municipal que j'ai fait, c'était un vote de budget. Lors du vote du budget, lorsqu'on a pu atteindre le quorum, parce que pour atteindre le quorum, c'était très difficile, les gens ne voulaient même plus venir au conseil municipal, ce qui est grave pour quelqu'un qui est engagé. Mais lorsqu'on a atteint le quorum, pour voter le budget, les gens étaient vraiment ennuyés par les débats techniques que nous avions. Alors, à un moment donné, presque tout le monde est sorti, sauf le maire et 4 conseillers. Et ce sont ces 4 conseillers qui ont pu discuter sur le budget et adopter le budget. Pour vous dire, il y a de hautes personnalités de l'État actuellement qui étaient membres du conseil municipal, qui sont sortis et qui aujourd'hui occupent des postes ministériels au Sénégal. Alors moi, je me dis, quelle est la compréhension que véritablement les gens ont de leur mission de conseiller municipal. Donc être au conseil municipal, c'est d'abord savoir ce qui t'a amené là-bas. C'est d'abord pouvoir comprendre les enjeux du conseil, les enjeux de la ville, les enjeux du programme. Parce que vous avez dit un conseil municipal, c'est quelqu'un qui connaît bien sa localité, son terroir, donc il peut concevoir des projets de développement. Vous qualifiez les conseils municipaux dans la page 60 de votre ouvrage, certains conseils municipaux comme des conseils alimentaires, quoi, pour ne pas dire consommateurs. Oui, c'est... Parce que votre ouvrage, parce que j'ai donné à quelqu'un, c'est un ouvrage très important, très pertinent, et parce que c'est pourquoi je dis à l'entame de mon propos que beaucoup de gens qui auront à lire cet ouvrage s'y retrouveront, parce que c'est le miroir même en fait de toutes les communes, voilà, en passant par Ziguinchor, Goudomp qui est ma commune, voilà. Ça me fait rire, quoi, monsieur Ndiaye. Vraiment, je vous félicite. Vous avez bâti un travail de titan, voilà ça, quoi. Donc, vous vous êtes rendu compte qu'il y a des conseils qui n'ont aucune importance. Maintenant, comment faire pour vraiment avoir de bons conseils? La solution? La solution, je n'ai pas une solution toute faite. Mais de toute façon, moi, je pense que la solution... En tout cas, c'est un problème au Sénégal. C'est un problème au Sénégal. Le cas de Tchadjaï, c'est le cas de la plupart des communes du Sénégal. Quels sont les critères d'abord de sélection pour être un bon conseiller? Les critères de sélection... Moi, je sais que c'est le peuple qui élit. Oui. C'est la population qui vous élit. Mais il faut, en retour, vous devez lui rendre la monnaie. Mais la majeure partie des cas, ça ne se fait pas. Bon, je pense que les critères de sélection devraient d'abord se faire au niveau des partis politiques. Les gens que nous mettons sur les listes, la plupart du temps, c'est pour des récompenses. Ce ne sont pas toujours les plus compétents qu'on met sur la liste. Et la plupart du temps également, on peut mettre sur la liste la personne qui a le plus de voix. Ce qui pour moi n'est pas un critère assez déterminant. Aujourd'hui, d'abord le premier critère, ce sont les personnes qui sont véritablement désintéressées et les personnes qu'on a vues qu'ils ont toujours eu à travailler pour le développement de la localité. Parce que dans une commune, tout le monde se connaît. Surtout dans ma commune qui n'est pas assez grande, 5 km², tout le monde se connaît et tout le monde sait qui est qui.
Qui peut faire quoi? Qui peut faire quoi? On le sait. Mais on n'a pas le courage et l'honnêteté des fois de le faire. Parce que tout simplement, c'est le leader politique qui... Vous avez été inspiré par votre commune Tchadjaï pour pouvoir écrire cet ouvrage. Oui, j'ai été inspiré par Tchadjaï, mais au-delà de Tchadjaï, je sais que c'est ce qui se passe dans toutes les communes. Dans toutes les communes du Sénégal, c'est le même scénario que nous avons. Ce sont la plupart du temps des conseils alimentaires, des conseillers qui sont là pour leur chapelle politique. Des conseils qu'on donne des sacs de riz pour pouvoir aider les maires et qui n'ont même pas le courage ou l'intelligence, la matière grise pour pouvoir contrôler le maire dans ses actions. Mais c'est ça. Et là, je dis que c'est un couteau à double tranchant. Quelque part, les conseillers sont fautifs, d'autre part, les maires sont fautifs. En quoi les maires sont fautifs? Les maires sont fautifs. Vous avez été maire, hein, n'oubliez pas. Oui, j'ai été maire. J'ai été maire, mais en tant qu'adjoint. C'est toujours un maire. Mais j'ai eu à faire ce reproche dans notre bureau municipal. Le bureau municipal, c'est le maire et ses adjoints. Et le reproche que je leur ai fait, c'est que tout simplement, c'est le conseil qui vote les délibérations. Mais c'est le maire qui exécute. Mais si le maire ne donne pas les informations nécessaires à son bureau, notamment à ses adjoints et aux conseillers, les autres ne peuvent rien faire, absolument rien. Et la plupart du temps, il y a des maires qui sont en amont et en aval, qui font tout, qui exécutent et qui véritablement ne donnent pas les informations nécessaires aux autres conseillers. Et d'autre part, les conseillers sont fautifs parce que si je n'ai pas toutes les informations, je dois quand même faire en sorte que ces informations puissent me parvenir parce que j'ai été élu par la population pour ça. Malheureusement, on ne veut pas contrarier le maire parce que tout simplement, il dégaine des billets de banque pour moi ou bien il me donne des parcelles de terrain, je ne peux pas lui dire la vérité. D'autre part, également, les maires sont fautifs parce qu'ils ne veulent pas faire du mal à leur base politique. Et j'ai donné un exemple tout simple. Quand vous allez aujourd'hui dans ma commune à Tchadjaï, dans toutes les rues, il y a un foisonnement de cantines. Un père de famille qui se lève un bon matin, il casse son mur de clôture, le mur de clôture de sa maison, et il ouvre un salon de coiffure en face de la rue. Sans autorisation. Vous déplorez ça? Mais je le déplore parce que c'est une implantation anarchique qui fait que la ville ne pourra jamais se moderniser et qu'aujourd'hui les gens s'implantent n'importe comment et les maires ne disent absolument rien du tout parce qu'ils ne veulent pas faire du mal à leur base politique. Vous êtes responsable de ça parce que vous avez été 12 ans. Bien sûr, je dis toujours que le bon conseil également c'est celui qui assume sa responsabilité. Pendant tous les 12 ans que j'ai été conseiller municipal et les 5 ans que j'étais adjoint au maire, j'assume complètement et entièrement tout ce qui a été fait au sein de ma commune. Alors, mesdames, messieurs, je vous rappelle que nous sommes dans ce studio avec monsieur Léopold Ndiaye. Léopold Ndiaye est l'auteur de l'ouvrage Mon peuple accuse, un ouvrage publié dans la maison d'édition Le Diaspora Noir. Léopold, vous avez un conseil municipal doit être un homme de vision, un homme d'ambition, un homme, une vision assez large et prospective. C'est une partie que j'ai beaucoup aimée. J'ai pris tout mon temps pour relire et relire cette partie. Et vous avez dit que le développement d'une commune suppose une vision ambitieuse, courageuse et réaliste. Et il faut de l'innovation dans les principes, les actions, les stratégies. Si nous voulons que nos communes brillent, il faut qu'on attache nos charrues au ciel. Vraiment, c'est bien inspirant. Effectivement, si nous voulons véritablement que nos communes brillent, il faut attacher nos charrues au ciel. Parce que ce qui brille se trouve dans le ciel. C'est soit le soleil, soit les étoiles, soit la lune. Mais si nous attachons nos charrues sur terre, nos communes ne brilleront pas. Ça, c'est juste une métaphore pour dire que nous devons avoir une vision assez large. Vous voyez, un leader politique qui n'a pas une grande vision ne réalisera jamais quelque chose de grand. Et c'est là, peut-être quelque part, je dis souvent, c'est là que j'ai dit merci au président Abdoulaye Wade, même si je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il a fait, mais quand même, il a toujours eu des rêves fous. Même si tous ces rêves ne sont pas réalisés, en faisant rêver la population, on permet à la population quand même de pouvoir s'extirper de sa misère et de pouvoir avoir quand même le courage de travailler. Et aujourd'hui, dans les communes, on se rend compte que la plupart des maires, non seulement n'ont pas de vision, mais ils n'ont même pas de programme. Leur seul programme, c'est d'aller tous les jours dans les maisons, faire en sorte de conserver leur base électorale pour pouvoir avoir un deuxième mandat. Mais un maire, je ne dirais même pas un maire, je dirais un conseil municipal, parce que c'est une équipe. Le maire à lui seul ne peut rien faire. Un conseil municipal doit avoir une vision large. Mais avoir une haute vision ne veut pas dire avoir une vision qui n'est pas réaliste. Non, la vision ne doit pas être utopique.
doit être accompagné par des convictions à une foi. Mais justement, une conviction et une foi, mais qui est réalisable. Et ça, c'est pourquoi je dis que un conseil municipal doit connaître sa commune. Parce que si vous ne connaissez pas votre commune, vous avez beau avoir des rêves fous, une grande vision, ça ne reposera sur rien, pas sur la réalité. Et vous avez pris cette partie en démontrant avec la citation de Hegel qui disait d'ailleurs que rien de grand ne s'est accompli dans le monde sans passion. Rien de grand ne s'accomplit dans le monde sans passion. Ça, c'est Hegel qui l'a dit. Et moi, je suis convaincu que c'est vrai. Mais la passion, ce n'est pas la folie. La passion, c'est quand vraiment on est convaincu que je peux atteindre un objectif X bien déterminé. Par mes convictions profondes, par la foi que j'ai en moi, par la foi que j'ai aux autres et en y mettant les moyens à tout point de vue pour y arriver. Et je pense que ça, c'est possible. C'est possible si tout un chacun croit intérieurement qu'il est possible de se hisser au plus haut degré. Et c'est pourquoi Hegel disait que rien ne se fait véritablement sans passion. C'est cette passion qui est comme un feu intérieur qui allume les échecs que nous avons et qui brûle les échecs que nous avons comme de mauvaises herbes. Parce qu'aujourd'hui, je le dis, l'échec n'est pas une situation catastrophique. Échouer, c'est tout simplement le fait que nous avons mal fait les choses ou mal compris les choses. Mais c'est une expérience que nous devons capitaliser et positiver pour aller au-delà. Et malheureusement, beaucoup d'hommes politiques sont ces gens-là qui n'acceptent jamais le mot échec. Oui, c'est vrai. C'est parce que tout simplement... Pourquoi vous avez omis de dire ça? L'échec, je l'ai théorisé dans mon deuxième livre, Le recueil de philosophie, de l'homme à la lumière. Ah. C'est là où j'ai théorisé véritablement l'échec. C'est pourquoi je ne l'ai pas repris dans cet ouvrage. Mais l'échec, pour moi, n'existe pas. C'est juste une vue de l'esprit. Un homme n'échoue pas. Il a une expérience. Parce qu'il a fait les choses d'une autre manière qu'il devrait pas. Il a adopté une attitude qu'il ne devrait pas adopter. Mais en échouant, on se rend compte qu'on a un socle sur lequel on peut s'appuyer pour aller. C'est comme quelqu'un qui fait des échafauds. Quand tu fais un échafaud, tu n'atteins pas l'objectif que tu visais, mais tu as quand même la possibilité de faire un autre échafaud là-dessus pour y aller. C'est tout simplement ça l'échec. Mais aujourd'hui, un maire qui n'est pas grand de cœur, qui n'a pas une grande vision, qui n'a pas un esprit large, qui n'a pas un esprit d'ouverture. Je disais que le politicien, c'est lui qui a un esprit d'ouverture, qui est quand même au parfum de tout ce qui se passe dans le monde, mais qui est en même temps ancré dans sa culture. Et ça, c'est important. Un maire qui est acculturé ne fera jamais rien pour sa commune. La culture est le fondement, le socle de tout. Et il est important que nous puissions être ancrés dans nos cultures profondes. Et la langue, justement, fait partie de ça parce que c'est la langue qui véhicule la... Nous allons y revenir parce que je vois un autre pilier, un autre critère, un homme d'action, enfin. Oui, parce que sans action, rien ne se passe dans la vie. Tu as beau avoir tous les meilleurs programmes du monde, les meilleures idées du monde, si tu ne bouges pas, rien ne va se passer. Donc, le monde bouge, le monde se construit dans... Il ne fallait pas dire un conseil municipal, un homme de défi, un homme d'action. Donc il y a plusieurs critères qui vous interpellent, vous. Oui, bien sûr. Dans l'action, il y a le défi. Il y a le défi, oui. Parce que quand on agit, on ne sait pas ce qu'on va trouver devant. On peut avoir l'idée, mais ce n'est pas évident, c'est ça que nous allons trouver. Donc, le conseil municipal, c'est un homme d'action, mais c'est également quelqu'un qui aime les défis et qui sait relever les défis. Et malheureusement, nous avons de grandes théories. Mais au finish, on n'agit pas. Et tant qu'on n'agit pas, rien ne va se passer dans ce Sénégal. Alors, donc, mesdames, messieurs, je vous rappelle que nous sommes dans ce studio avec monsieur Léopold Ndiaye. Léopold Ndiaye est l'invité de l'émission Art Expression. Léopold Ndiaye est aussi écrivain sénégalais, auteur de l'ouvrage Mon peuple acquise. Léopold, quel est vraiment le véritable développement local? Les axes d'orientation pour une bonne gouvernance locale? Juste quelques axes, peut-être parce que j'en ai développé beaucoup dans l'ouvrage. Quand même, je crois qu'il y a des axes principaux qu'on ne devrait pas occulter. C'est l'éducation, c'est la santé, c'est le plan de développement urbain que chaque localité doit avoir. L'éducation, tout simplement, je pense que il y a des compétences qui sont transférées aux communes et l'éducation en fait partie. Mais à y regarder de plus près, qu'est-ce que les communes font dans l'éducation?
avec les fonds de dotation et les fonds de concours. Ils achètent uniquement des fournitures scolaires. Avant de revenir à l'éducation, la bonne gouvernance locale, parce que je me suis rendu compte que nos communes ne sont pas démocratiques. Parce que dans les villages, dans les communes les plus reculées, tu n'oses pas critiquer un maire. Oui, la bonne gouvernance commence... Et la bonne gouvernance implique ça aussi. Oui, ça commence d'abord par la transparence, voilà. Bien sûr. La gestion participative et inclusive. Oui, ça commence d'abord par le premier jour où on a été élu conseiller municipal. Et j'ai dit dans cette partie que ce que l'on voit d'habitude, au moment où les conseillers municipaux, principalement les maires et ses adjoints, prêtent serment, on le fait en grande bombance. Donc, on invite tout le monde, on prépare des repas et c'est vraiment la fête. Ça devrait être le contraire. Si les gens étaient vraiment conscients, quand on commence un mandat de 5 ans ou de 7 ans, je ne sais pas de combien d'années, on devrait avoir une lourde charge. Et c'est dire, je ferai la fête le jour où mon mandat serait terminé et le jour où je vais rendre compte. Si j'ai vraiment bien travaillé, là je peux faire la fête. Mais les gens, ils commencent d'abord par faire la fête et ensuite ils terminent par je ne sais quoi. Ça c'est un. Deuxièmement, la bonne gouvernance locale, c'est une gouvernance qui est participative. Et j'ai théorisé dans l'ouvrage, il y a quand même des communes qui le font actuellement, c'est ce qu'on appelle les conseils locaux, les conseils de quartier. Donc dans chaque quartier, je pense que le conseiller municipal qui est issu de ce quartier devrait, avec tout ce qui est personnes représentatives dans le quartier, personnes ressources, associations et autres groupements féminins et tout, former ce qu'on appelle un conseil de quartier qui va d'abord voir quels sont les besoins de ce quartier en faisant un forum. Si tous les quartiers font ainsi, il y a ce que j'ai appelé les Tchadjaïwa de la diaspora. Donc les gens comme moi qui ne sont pas par exemple à Tchèque, qui sont à Dakar et ailleurs, ils vont faire leur forum et décliner les besoins de cette diaspora. Et c'est tout cela que le conseil municipal va prendre pour le décliner et en faire un programme quinquennal de 5 ans qui sera évalué toutes les années. Malheureusement, tu iras dans une commune aujourd'hui, demande-leur quel est votre plan d'investissement communal, votre PIC, beaucoup de communes n'en ont pas. Quel est votre plan quinquennal? Ils n'en ont pas. Et aujourd'hui, les programmes se font au pif, comme ça, au moment du vote du budget. Comment, dans ces conditions, pouvons-nous prendre en compte les aspirations des populations? Ce n'est pas possible. Il faut une bonne gouvernance participative, que tout le monde y mette son grain de sel et que personne ne soit laissé en rade. Donc, c'est pourquoi je dis qu'il y a des axes que nous devons explorer. Mais aujourd'hui, si nos communes veulent se développer, il faut investir sur la santé, il faut investir sur l'éducation, il faut investir sur la jeunesse et sur les femmes. Ça, c'est important. Donc, Monsieur Léopold Ndiaye, aujourd'hui, certainement, nous sommes à la fin de cette émission. Le président Macky Sall a convoqué tout récemment, le 28 passé, un dialogue national. Vous êtes un homme politique, votre ouvrage traite de la politique, de comment doit se comporter un citoyen. Approuvez-vous ce dialogue? Après que le référendum ait, à un moment donné de l'histoire, divisé le Sénégal en deux, le Sénégal du oui et le Sénégal du non. Ben, pour le principe, je ne suis pas contre le dialogue. Parce que rien ne peut se faire dans la confrontation. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce dialogue? Moi, je ne le maîtrise pas. Qu'est-ce que les gens se sont... En tout cas, je n'ai pas suivi le dialogue, ni à la télévision, ni à la radio, parce que honnêtement, ça ne m'intéressait pas. Je ne l'ai pas suivi, mais je sais que pour le principe, tout dialogue est important. Mais il faut poser les bases d'un bon dialogue. Et que les gens dialoguent d'une manière sérieuse et honnête. Mais si nous dialoguons uniquement pour que chacun puisse amener ses doléances uniquement pour se tailler une part du gâteau, je pense que ça, ce n'est pas un dialogue. Maintenant, j'attends de voir ce que le dialogue va donner. Je présume que les gens étaient sincères en y allant. C'est une présomption. Tant que je n'ai pas vu le contraire, je ne dirais pas qu'ils n'ont pas véritablement dialogué. Mais je pense que quand même, il est important que tout le monde mette en avant les intérêts des populations en allant à ce dialogue national. Sinon, c'est seulement un dialogue de sourds ou bien un dialogue de militants et de dirigeants politiques, c'est tout. Vous aspirez à diriger la commune de Tchadjaï? Je ne sais pas. J'y aspire à un moment donné,
Mais honnêtement, pour dire franchement, j'ai été découragé parce que je me suis rendu compte que ma vision politique... Vous êtes incompris. Je suis fatalement incompris. Et même par mes plus proches. Mais ça ne me décourage pas. Mais pour le moment, j'ai fait un retrait. Un retrait... Comment vous dénommez ça? Retrait spirituel ou bien? Pas spirituel peut-être, parce que tout est dans le spirituel. Mais j'ai fait un retrait pour quand même pouvoir dire ce que je pense, dans l'écriture surtout, parce que j'ai beaucoup de choses à dire, j'ai beaucoup de choses à écrire, et je suis dedans. Je vous disais tantôt que j'écris même dans les langues nationales. Bientôt, je vais publier un livre de développement personnel en CRR, et un autre recueil de poèmes en CRR. J'écris également en Wolof. Donc j'ai énormément beaucoup de choses à dire pour la conscientisation des masses. Et je pense que moi, diriger une commune ou autre, ce n'est pas une fin en soi chez moi. Il y a une information qui défraie la chronique ces temps-ci au Sénégal, c'est la libération de Karim Wade. Êtes-vous d'accord? Je préfère ne pas me prononcer là-dessus. Je préfère vraiment ne pas me prononcer là-dessus. Vous êtes un homme politique mais vous avez votre ouvrage à... Je suis un homme politique. Vous n'êtes pas un homme politique maintenant? Pour le moment, non. Je suis en retrait de la politique en ce moment. C'est vrai que je demeure toujours un homme politique parce que comme je l'ai dit, soit tu fais la politique ou la politique te fait. Et moi, je ne me laisserai jamais faire par la politique. La monnaie à Tchadjaï? Comment? À quand tu vas rendre la monnaie à Tchadjaï? Mais je me suis toujours... Parce que vous avez dit qu'un citoyen doit rendre la monnaie parce que votre commune vous a tout donné, éducation, école élémentaire, d'eau, beaucoup de choses. Donc, normalement, avant de mourir, vous devez rendre la monnaie à votre commune qui vous a tout donné. À quand vous devez rendre la monnaie à Tchadjaï, votre royaume d'enfance? Je pense que j'ai commencé à rendre la monnaie depuis longtemps. Depuis le moment où on m'a appelé, j'étais encore en deuxième année à l'université de Dakar, on m'a appelé pour venir travailler à Tchadjaï dans cette ONG. J'ai tout quitté pour aller travailler à Tchadjaï et continuer à faire mes études. Et pendant 15 ans, j'ai travaillé à Tchadjaï dans ma ville. Donc, dans le social, et vous savez que le social, c'est le monde le plus difficile. En plus, je me suis investi politiquement pendant des années également dans ma localité, en travaillant véritablement dans tous les domaines. Je ne dis pas que j'ai rendu la monnaie à Tchadjaï parce que je ne peux pas rendre la monnaie à Tchadjaï. Cette ville a fait tellement de choses pour moi que tout ce que je fais, je me dis toujours que je n'ai encore rien fait pour cette ville. Et ce que je suis en train de faire et d'écrire, c'est également rendre la monnaie à Tchadjaï. Et je continuerai à me battre dans cette lancée pour qu'au moins la belle jeunesse que nous avons puisse un jour prendre le flambeau et véritablement... Parce que je dis, on a besoin de nouveaux hommes politiques. Mais ces hommes politiques seront nouveaux. Un nouveau type de Sénégalais. Oui, ça c'est dans l'air du temps. Votre ami avait théorisé cette... Oui, c'est ça. Mais moi je dis que les hommes politiques seront nouveaux non par leur âge, mais par leur conception et par la vision qu'ils auront, une vision prospective. Et ça, Monsieur Lépaule, nous allons terminer par certainement vos dernières phrases de votre ouvrage Mon peuple, j'accuse. C'est vautour d'un type nouveau qui squatte les charognes de mon projet envolé. C'est hyène de notre désert humide qui étripe à l'improviste nos sentiments de rêve. Ces vers qui rentrent dans le fruit de nos vœux longtemps réalisés. Ces serpents d'hiver qui le voient au milieu de nos missions gelées. J'accuse, j'acquise, j'acquise. 3 points de suspension. Ça veut dire quoi? Oui, vous riez quoi? Oui, en fait, je ris parce que en fait, ça, c'est un poème qui a clôturé l'ouvrage. Ouais. Un poème qui se trouve dans un recueil de poèmes que j'ai écrit. Et en fait, c'est emblématique. Parce que pour moi, je dis que ce sont... Une charogne, c'est toujours quelqu'un qui est là et qui squatte. Donc, nos rêves sont brisés parce que tout simplement, les hommes politiques nous appellent et nous prédisent monts et merveilles. Et à la limite, c'est toujours des déceptions que nous avons. Et c'est pourquoi je dis que ce sont des vers de terre qui sont rentrés dans le fruit. Et quand un ver de terre rentre dans un fruit, on sait que ce fruit-là est gâté pour toujours. Monsieur Lépaule Ndiaye, vous avez un rêve? Oui. C'est quoi? Mon rêve, c'est... Devenir président de la République du Sénégal? Non, pas du tout. Pas du tout. Député? Non. Maire de Tchadjaï? Non, même pas. Mon rêve, véritablement, c'est... Moi, je n'ai qu'un seul rêve. C'est quoi? Je n'ai qu'une seule passion, c'est l'écriture et la formation. Ah bon? Uniquement. L'écriture et la formation. C'est ce pourquoi... Ça, c'est du passé, mais c'est une expérience que j'engrange. Mais vous êtes... Je n'ai pas honte de mon passé.
Je ne parle de mon passé. Vous êtes l'un des rares intellectuels du Sénégal qui a publié par plus de 4 ouvrages. Jusqu'à présent, vous restez méconnu des Sénégalais. Oui, peut-être que le jour viendra C'est où... votre silence, votre mutisme. Oui, en fait, je ne fais pas de fanfaronnade. Je ne fais pas de fanfaronnade, mais quand même... C'est lié à votre retraite. Un jour viendra peut-être où tout le monde connaîtra ce que je suis en train de faire et ce que je suis en train d'écrire. Et d'ailleurs, je pense que j'attends la publication d'un certain ouvrage qui n'est pas encore publié pour commencer véritablement à montrer aux Sénégalais ce que je suis en train de faire. Vous êtes panafricain? Dans l'âme. Vous croyez aux États-Unis d'Afrique? Bien sûr, c'est la voie royale pour le développement de l'Afrique. Vous voyez, au début, l'Afrique n'était pas morcelée. Mais c'est avec la colonisation que l'Afrique a été balkanisée et que maintenant on a des micro-États. Même au Sénégal, moi je crois au retour des grands ensembles comme le Sine Saloum, comme le Sénégal oriental, comme le fleuve. Comme la Casamance. On ne peut pas avoir 14 régions dans le Sénégal, comme ce beau pays de la Casamance. On ne peut pas avoir 14 régions dans le pays et vouloir se développer. Culturellement, vous voyez des gens qui habitent dans 4 régions et qui culturellement ont les mêmes bases, ont les mêmes fondements. Il faut qu'on retourne à ces grands ensembles sociologiques et à ces grands ensembles culturels. C'est inévitable. Qui est votre idole en panafricanisme? Cheikh Anta Diop, Thomas Sankara, Nelson Mandela. Thomas Sankara et Nelson Mandela sont des gens que je suis beaucoup, qui m'ont beaucoup inspiré. Et parce que c'est des gens qui sont engagés, et qui sont morts peut-être même pour leur engagement. Donc avant de terminer, je voudrais véritablement rendre hommage à 2 personnes. Une personne qui est dans ma localité Tchadjaï, qui est dans l'anonymat presque, qui s'appelle Edouard Diouf, on l'appelle Kormama. Et c'est lui qui m'a forgé presque dans la politique. On a marché pendant des kilomètres dans les villages de Tchadjaï pour le développement de ces populations. Aujourd'hui, les gens tentent de l'oublier. Je pense que c'est le lieu de lui rendre un hommage. Et à Mme Hulot Guilabert également, avec qui je travaille beaucoup, dans beaucoup de domaines, notamment la littérature, et qui est quelqu'un qui se bat pour le panafricanisme et pour le développement de l'Afrique. C'est véritablement une grande dame qui mérite qu'on lui rende un vibrant hommage. Alors, sur ce, êtes-vous satisfait de passer pour la première fois dans cette radio qui est la première radio panafricaine du Sénégal et qui œuvre pour les États-Unis d'Afrique? Oui, c'est votre maison. C'est véritablement un grand plaisir de passer ici pour la première fois. Et de parler de votre ouvrage. Et de parler de mon ouvrage. Et certainement, ce ne sera pas la dernière fois. Ouais. Et je pense que vous abattez un travail extraordinaire. Et ce n'est pas facile en fait. Parce que la voie du panafricanisme, la voie des États-Unis d'Afrique est jonchée d'obstacles. Mais je pense qu'il ne faut pas baisser les bras. Il faut continuer la conscientisation que vous êtes en train de faire. Et moi, je pense que vous avez un moyen très puissant qui peut aider les gens quand même à aller très vite vers le panafricanisme et vers les États-Unis d'Afrique. Vraiment, je vous félicite beaucoup et je vous donne un grand courage. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Où que vous soyez dans ce monde, merci de nous avoir écoutés. Merci à Mme Hulot Guilabert, directrice de la maison d'édition Les Diasporas Noires, pour sa parfaite collaboration, et M. Saliou Diagne qui assure la technique. Dieu dans sa miséricorde veille sur chacun de vous. Bonne suite de programme. C'est la première radio panafricaine du Sénégal. Convergence FM 103.9. Nous émettons de l'avenue Bourguiba, immeuble Lambert, Dakar.